Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Justine. Justine, bonjour. Bonjour Alexis. On est très content de t'avoir avec nous dans notre émission. Eh bien, peut-être qu'on pourrait commencer par découvrir un peu qui tu es et également, qu'est-ce que tu fais en lien avec l'univers du CSE qui peut être utile à nos élus. Alors moi en fait j'accompagne les structures à mettre en place des plans d'action de prévention pour prévenir les violences sexistes et sexuelles au sein des organisations. Donc en fait c'est destiné soit aux managers, dirigeants RH ou alors aux salariés. Et pourquoi pas mixer les deux dans mes formations. C'est des formations d'une demi-journée à 2 jours selon les besoins. Je fais du sur-mesure donc voilà, c'est vraiment en fonction de la structure et le but, en fait, c'est d'éclaircir le sujet des VHSS, de mettre en place des outils qui vont être utiles sur le terrain dès le lendemain. Voilà, c'est vraiment du concret pour réduire les risques de violences sexistes et sexuelles. Ben, c'est super intéressant. Dans les missions que le Code du travail attribue au CSE, il y a notamment faire de la prévention sur toutes les thématiques qui peuvent être liées au harcèlement moral, mais aussi au harcèlement sexuel et donc, par extension, à toutes les violences sexuelles et sexistes. Est-ce que tu as des demandes classiques, des choses que tu sais quand tu arrives systématiquement, on va te poser la question, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Moi, c'est plus sur, par exemple, si la personne donc réceptionne le témoignage d'une victime, et la question, c'est plus que si la personne veut pas en parler, parce qu'en fait, moi, je forme aussi donc, des animateurs qui s'occupent des enfants, donc les enfants, on est obligé de signaler, c'est la loi. Mais quand un adulte nous confie quelque chose, par exemple, il n'a pas envie d'en parler à qui que ce soit d'autre et que ça se sache, etc. Euh, c'est comment faire en fait avec ce témoignage-là qu'on réceptionne et est-ce qu'on a le droit de le garder pour soi? Donc la réponse est oui. Mais par exemple, la question c'est si par exemple on est vraiment en insécurité, enfin si la personne est vraiment en insécurité et qu'on a peur pour sa santé mentale et physique, là en fait on peut faire quelque chose quand même, on peut agir. C'est un peu les questionnements. Et puis, je pense que les personnes ont besoin d'être rassurées aussi dans leur pratique. Là, les dernières formations que j'ai faites, c'était un peu ça. Les gens avaient quand même les bases, les connaissances, mais en fait, ils avaient besoin d'être rassurés de comment on réagit quand il y a une VHSS qui se met en place. Et vraiment, c'est plus d'être rassuré à ce niveau-là, des étapes à franchir. Excellent. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut réagir face à ces situations? Alors, comment on peut réagir? Déjà, la première chose à faire, c'est d'écouter de manière bienveillante. C'est-à-dire, bienveillante, ça veut dire d'écouter activement. Donc, activement, ça veut dire ne pas faire quelque chose d'autre à côté, donc remplir des papiers ou autre. Vraiment, de prendre un temps, d'aller dans un lieu confidentiel avec la personne et vraiment d'avoir toute son attention vers cette personne-là. Se mettre dans une posture, par exemple, à côte plutôt que face, parce que face à face, ça fait un peu interrogatoire et ça peut mettre mal à l'aise la personne. Euh, c'est aussi écouter avec neutralité. C'est-à-dire que même si on est humain et que on a des émotions qui vont nous traverser pendant que la personne va témoigner, en fait, c'est aussi essayer de se canaliser parce qu'en fait, face à une victime, par exemple, être en colère pour elle, ça va pas forcément l'aider. Donc, c'est vraiment, voilà, accueillir la parole, ne pas interrompre, surtout pas. Laisser la personne aller jusqu'au bout avec ses mots. On peut reformuler de temps en temps quand il y a des silences, mais vraiment laisser la personne parler. Et puis du coup, voilà, d'avoir des phrases comme tu as bien fait d'en parler, c'est grave ce qui t'est arrivé, de valider un peu son ressenti et de lui dire que elle est plus toute seule maintenant et que voilà. Et de quoi elle a besoin aussi. C'est important de demander ça à la personne. Excellent. Euh, Il y a des entreprises parfois qui pensent que ces sujets-là les concernent pas parce qu'ils n'ont pas ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu dirais Ouais. à ceux qui pensent ça? Je leur dirais qu'on est tous concernés, de près ou de loin, mais en fait, il y a des facteurs de risque, par exemple, dans chaque entreprise, dans chaque lieu de travail. Il y a des facteurs de risque, donc des prédispositions à avoir des VHSS dans son entreprise. Et déjà, je trouve ça important de le diagnostiquer en fait en amont, pour savoir. Avant de dire ça, en fait, c'est aussi faire un petit audit de ce qui se passe dans son entreprise, comme par exemple, si par exemple il y a des horaires de nuit.
bah, c'est un facteur de risque. S'il y a par exemple plus d'hommes que de femmes ou de femmes que d'hommes, bah, c'est un facteur de risque. Donc voilà, un peu évaluer tout ça. Et puis après, ces personnes-là, peut-être qu'elles peuvent dire, bah là, c'est vrai qu'on a moins de risques que certaines entreprises, donc on va mettre ça en place et voilà. Je leur dirais ça, je pense. Donc c'est assez intéressant, mais tu es d'accord pour dire qu'en fait, dans toutes les entreprises, il faut s'y intéresser et prétendre qu'on est absous, qu'on risque pas d'avoir ce danger ou ce risque chez nous, bah, en fait, c'est l'aider à prendre racine et à se multiplier. Tout à fait. Enfin, en fait, c'est un risque professionnel réel, en fait, les VHSS. Donc, et en plus, aujourd'hui, avec le DUERP qui est obligatoire, enfin, le document unique de risque professionnel, ben, en fait, on est obligé d'en parler et de mettre en place des choses. Et de toute façon, l'employeur est obligé de réagir quand il se passe une VHSS, sinon c'est lui qui est impliqué aussi dans l'histoire. Donc, Mhm. Et quels sont les risques du coup pour l'employeur s'il n'agit pas et ne fait rien? une amende. Et est-ce que ça motive vraiment les employeurs à agir, la peur un peu de cette amende? Ou est-ce que ils sont plutôt genre ouais, on paiera s'il y a un problème, quoi? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc, je pense que plus on en parle aussi, plus la peur est présente. Enfin, en tout cas, l'appréhension de devoir gérer une situation comme ça, je pense. Et puis, en fait, ça pénalise tout le monde parce que ça pénalise la victime parce que elle va vivre des trucs traumatisants et elle va pas forcément être prise bien en charge parce qu'une victime qui est prise en charge directement, bah, en fait, il y a moins de, euh, de, comment on dit, De souffrance? euh, de quoi? De souffrance? Oui, de souffrance, de risques collatéraux, enfin voilà, de conséquences en fait, voilà, tout, voilà. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on en parle, enfin, les employeurs ont plutôt tendance, je pense, à vouloir mettre en place des choses pour ne pas avoir à gérer des conséquences trop graves et puis de perdre du temps aussi, je pense. Mhm. Il y a ça aussi. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi sur ce sujet. Je pense que alors les amendes, la carotte, le bâton, c'est des choses qui fonctionnent toujours, bien évidemment. Mais parfois, c'est peut-être des sommes qui peuvent être négligeables par rapport aux vrais enjeux économiques qui sont de ces situations bah, néfastes. Ceci étant dit, là on parle de violences sexuelles et sexistes, mais ça pourrait être la même chose avec un accident du travail, hein, de façon générale. Il y a un salarié qui est pas bien, donc qui ne pourra pas remplir ses missions, donc perte de valeur ajoutée Oui, pour l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, je pense, pour les sociétés, parce que bah, leur but, c'est que les personnes créent de la valeur. Et ne pas prendre en compte tous ces risques, bah, c'est derrière devoir gérer des problèmes de recrutement, de devoir gérer de l'absentéisme, et qui va coûter bah, au final beaucoup plus cher que peut-être d'avoir fait le ménage un petit peu auprès de la population problématique. oui, et puis aujourd'hui, on parle de qualité de vie au travail et c'est vrai que bah, s'il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise, du coup, c'est des salariés qui vont moins bien et qui sont moins efficaces aussi. Donc, c'est vrai que tout s'embrique en fait aujourd'hui. Mhm. Et je pense que ça se sait, au final, les entreprises dans lesquelles on tolère des mauvais comportements. Ouais, moi, parfois, en formation, j'ai des stagiaires qui me racontent des situations qu'ils ont vécues dans l'entreprise, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut accepter... Enfin, aujourd'hui, on est très sensible à ce sujet-là, mais quand on part encore 30 ans en arrière, c'était vraiment n'importe quoi. Un truc qui m'a choqué dans les récits que j'ai entendus récemment, un stagiaire qui m'a dit que dans l'entreprise, ou une des premières entreprises dans lesquelles il avait travaillé, les secrétaires, elles étaient virées au bout d'un mois si elles refusaient les avances du directeur. Mais, Et on se croit dans Mad Men en fait. c'est lunaire d'avoir ce genre de comportement. Et tu vois, enfin, tu parles d'une série de fiction, mais malheureusement, ça c'est la vraie vie. Et c'est des choses qu'ont vécu à certains de nos proches, parents, amis dans le monde du travail. Tout à fait. Justement, enfin, il y a un des facteurs de risque aussi, c'est la précarité
du statut. Par exemple, un stagiaire, un alternant, un service civique, ou alors juste un contrat, un CDD. En fait, le risque pour l'appréhension du stagiaire ou de l'alternant de pas dire ce qui se passe parce que a peur d'avoir une appréhension, une appréciation mauvaise, ou alors se faire virer du stage, devoir en retrouver un. Et on sait qu'aujourd'hui c'est très compliqué de trouver un stage ou une alternance. Et puis le CDD, de pas être reconduit en fait tout simplement. Et ça crée des personnes qui sont en situation vulnérable et qui ne sont pas en position de pouvoir dire non en fait, Ouais. malheureusement. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour éviter ça? Comment on peut Alors ce protéger qu'on peut faire. les éléments les plus fragiles de l'entreprise? Et ben justement, en créant des outils. Donc, quand je parle d'outils, je crée des outils dans mes formations, je les crée durant la formation. Parce qu'en fait, déjà, quand on fait une formation, on est plein d'idées, ça bouillonne, on se dit, ah ben, on va mettre ça en place, on va mettre ça, et en fait, le lendemain, on repart dans le travail, et finalement, et ben, en fait, on n'a pas le temps de mettre en place ces choses-là. Donc, moi, dans mes formations, je crée des outils utilisables sur le terrain dès le lendemain, c'est-à-dire, par exemple, déjà un protocole de signalement. C'est-à-dire que quand il se passe une VHSS, au sein de l'entreprise, en amont, on a créé un protocole qui dit, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on prévient d'abord? Comment on écoute? Comment on oriente? Vers qui on oriente, etc. Donc déjà pour une meilleure prise en charge de la victime, donc pour justement éviter les conséquences trop graves. Et puis aussi du coup pour que tout le monde sache que il y a ce protocole-là en place, qu'on l'a tous créé ensemble. Et donc en fait voilà, il y a des conséquences aussi. Donc dans ce protocole-là, il y a une enquête, il y aura une enquête s'il y a une DDHSS. Donc il y a une enquête qui est faite auprès de l'agresseur, l'agresseuse, auprès aussi des collègues. Et il y a des conséquences derrière, donc un licenciement, un blâme, voilà. Donc ça permet de poser un cadre et puis aussi d'avoir ce protocole-là qui rassure en se disant s'il m'arrive ça, en fait c'est acté que ça se passe comme ça. Et que moi en tant que victime, si je témoigne, et en fait je risque rien. Donc il y a ça qui est bien à mettre en place. Tout à l'heure, tu parlais justement de la réception du témoignage et du fait que les gens parfois ne veulent pas toujours être témoins ou en tout cas témoigner officiellement. Le fait d'avoir justement cette procédure, tu penses que ça permet de cadrer plus facilement, d'encourager les personnes à ouvrir le témoignage? Alors je sais pas si ça encourage, mais en tout cas ça permet de montrer que l'entreprise déjà s'engage par rapport à ce sujet-là. Donc ça permet aussi de lever un peu un tabou parce que en fait moins on en parle du coup ça flotte au-dessus de nous mais en fait on n'en fait rien. Donc ça montre que voilà que l'entreprise prend en charge ça, que c'est possible qu'il se passe quelque chose quand on vit une VHSS. Et je pense aussi que ça permet de savoir quoi faire quand il se passe ça, en fait, parce qu'en fait, souvent, quand il se passe une VHSS, on frise un peu, parce que on est choqué, ah, il s'est passé Mhm. ça, on s'y attendait pas, etc. Et de savoir exactement quoi faire sur le moment, je trouve que ça permet bah, de, de, de rassurer tout le monde, en fait, et les employeurs et les salariés, je trouve. Oui, moi c'est un sujet sur lequel je me bats souvent en formation, hein, sur l'importance du signalement. Mm. Euh, et on a trop, je- comment dire ça de façon diplomatique, mais on a la culture de la balance, c'est pas bien en France, mais ça Oui. dessert les victimes. Enfin, je parle pas d'aller dénoncer toutes les petites choses qui ont pas forcément d'intérêt, mais là on parle d'une situation où il y a un collègue qui est en souffrance à cause d'un comportement inacceptable d'une autre personne. Et on va se dire, Mm. bah non, moi je suis pas une balance, je vais pas en parler, ah non, je suis pas comme ça, moi j'ai rien vu, je dirai rien. Mais comment est-ce qu'on peut accepter ce genre de comportement dans nos entreprises et ne rien faire? Mais moi, je parle plutôt de témoins, en fait, le rôle des témoins, parce que en fait, enfin voilà, on voit des choses, ça c'est sûr, au quotidien dans l'entreprise, que ce soit juste la blague, enfin juste, que ce soit la blague sexiste ou sexuelle qui est faite à la pause à la machine à café et qu'en fait, qui va heurter quelques personnes, mais enfin personne ne dit rien parce qu'en fait, on n'ose pas. Et ben justement, moi dans mes formations, j'aborde ça. Je parle du rôle de témoin. Alors c'est pas évident de se mettre devant ses collègues et de dire bah moi je suis pas d'accord. Ce que tu dis en fait, t'as pas le droit de le dire à ce moment-là. Et en fait, moi ça me heurte et j'ai pas du tout envie que tu parles de sexualité devant moi. Ça me gêne, ça me met Mhm. mal à l'aise.
voilà. Et en fait, plus les personnes prennent en compte que on peut réagir et on peut dire des choses, et ben en fait, ça permet que ce soit moins fait, je pense. Et par exemple, je sais pas moi, s'il y a une agression sexuelle devant nous, etc., bah, d'apprendre comment réagir finalement, parce qu'on sait pas toujours comment réagir. Et du coup, c'est apprendre comment le faire en fait. Parce que c'est pas inné en fait, mais et ça s'apprend. Ok, tu aurais des petits conseils pratiques justement pour apprendre à faire ça de façon naturelle. Moi, je trouve que le ton de l'humour, c'est le mieux. Après, on peut aussi dire, bah là, ce que tu viens de faire, tout simplement nommer en fait la VHSS en disant, bah ce que tu viens de faire, c'est du harcèlement sexuel d'ambiance en fait. Et là, bah t'as pas le droit de faire ça. Et je pense que le cadre du travail n'est pas fait pour ça. Donc ça peut être une technique aussi, donc de nommer les choses. Euh, Ça peut être aussi, voilà, sur le ton de l'humour, de dire en fait, enfin. Non, enfin moi je suis pas d'accord avec ta blague, enfin et le dire sur un ton léger. Ça peut être aussi il y a une technique, bah, par exemple, si on voit que sa collègue est en difficulté avec un autre collègue, par exemple, bah, c'est d'aller la voir et de lui dire, ah bah tiens, tu peux venir m'aider, s'il te plaît. Enfin, de faire diversion, en fait, ça c'est une bonne technique aussi dans toute situation, hein, que ce soit au travail ou dans la rue aussi. Hein. La dernière fois, j'ai une collègue qui me racontait qu'elle était à l'arrêt de tram et il y a un mec qui est venu fixer sur elle, qu'il a pas arrêté de l'agresser et qui était à 10 centimètres d'elle et elle était assise, donc elle était dans une posture bah, vulnérable. Et à côté d'elle, il y avait deux personnes. Il y avait un homme qui avait ses écouteurs qui réagissait pas, et puis il y a une femme de 20 ans qui lui a dit, bah viens, on va prendre le tram ensemble. Et en fait, elle l'a décalé de la situation. Ce qui fait qu'elle a pu prendre le tram et partir alors qu'elle était figée, elle n'arrivait plus à bouger quoi parce qu'elle était Hmm. choquée de ce qui lui arrivait. Donc je pense que c'est des techniques qui peuvent fonctionner. Mais une technique que j'aime bien aussi, c'est de oraliser ce qui se passe. Parce que parfois les gens, bah, souvent même les agresseurs, ils sont dans une situation de force et ils ont le contrôle sur la situation. Et Oui. remettre un peu les choses en place en disant, mais attends, c'est quoi le but de ce que tu es en train de me dire? Tu fais exprès de dire quelque chose de méchant? Ça te fait du bien? Enfin, c'est quoi l'objectif qui est derrière? Tu sais que ce que tu fais là, c'est ça? Bah, ça peut aussi permettre de transformer la peur en ah, bah, je me suis fait prendre sur le fait, en fait, tout le monde va se rendre compte que je suis un sale type. Bah non, en fait, je peux pas me permettre de faire ça. Et puis, c'est lui qui va devoir essayer de sauver la face alors qu'il était en situation de contrôle auparavant. Parce que Ouais. c'est important que les perturbateurs, les harceleurs, les gens qui fonctionnent pas normalement, ils comprennent que le problème, c'est eux. Et parfois, Mhm. on est trop en train enfin, presque de les protéger et puis de discrètement Oui. évacuer la victime. Mais la vraie solution, c'est de faire en sorte que tout le monde, quand on voit ce genre de comportement, notre réflexe, c'est toi, t'es pas normal. Enfin, ce que tu fais, c'est pas normal. On n'accepte pas ce comportement dans notre groupe social. Ça fait pas partie des interactions qui sont attendues dans le monde professionnel. Et enfin, moi, je trouve que c'est un gros cheval de bataille à mener de dire ces comportements-là, ce sont des comportements inacceptables, ils n'ont pas leur place dans le cadre professionnel. C'est pour ça que je trouve ça important d'en parler avec tous les salariés parce que c'est bien d'avoir, enfin c'est très bien d'avoir un référent et je recommande à 100% d'en avoir un ou deux parce qu'en fait un seul il peut partir en vacances, il peut partir en arrêt maladie donc en fait c'est pas suffisant pour moi, il en faudrait au moins deux pour s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un qui veille au VHSS dans l'entreprise. Et je trouve ça important aussi d'en parler à toute l'équipe, de sensibiliser l'équipe, parce que plus on va mettre des définitions sur des mots, par exemple, bah, enfin voilà, agissement sexiste. Et ben qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est par exemple faire une blague sexiste devant tout le monde sans le consentement de personne. Et ça, c'est tellement fait en fait dans le quotidien que du coup, on sait même pas que, enfin, si on fait pas de formation ou alors qu'on se penche pas sur le sujet, on sait même pas que c'est en fait grave ce qu'on est en train de faire. Et du coup, je trouve ça important de rappeler à tout le monde ce que c'est. Et au moins, la plus personne peut dire, bah, je savais pas. Enfin, voilà. Ça permet de mettre une certaine conscience en fait sur les actes qui se font. Non, mais t'as carrément raison. Dans les CSE, tu sais, t'as le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Et dans les Oui. entreprises de plus de 250, t'as aussi un référent côté employeur. Moi, j'essaye toujours Mhm. d'encourager à avoir plus que ça.
Euh, pour les questions de vacances, mais même parce que parfois tu as plus d'affinité avec une personne ou une autre. Ça peut être aussi des questions de genre, tu peux être plus à l'aise pour parler avec un homme ou parler avec Oui, une femme. Et, je suis d'accord euh, avec toi. et c'est très important, c'est tellement important que moi, ces sujets-là, j'essaye de les aborder dans toutes les formations CSE en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail. Et je dis aux Mm. stagiaires, là, ce qu'on a utilisé, souvent j'utilise des BD, des choses qui sont sur Internet, qui sont vraiment très qualitatives. Elles sont Mm. disponibles sur Internet, vous pouvez les utiliser aussi. Essayez de sensibiliser un maximum de vos salariés. Parce qu'en fait, il y a deux profils de harceleurs, on va dire. Il y a les vrais harceleurs qui savent ce qu'ils font. Ils Mm. font le mal, ils le font très bien. Et il y a tous ceux qui sont un peu pris dans cette ambiance toxique dans laquelle on vit et qui banalisent en fait les comportements et qui se rendent pas forcément compte de la gravité de ce qu'ils font. Ils reproduisent juste des schémas qu'ils ont vus et c'est devenu leur norme. Et si on sensibilise l'entreprise à ça, bah, cette partie de personnes, on va dire, qui ne cautionnerait pas intellectuellement ce comportement pourra reprendre le contrôle sur ça. Et on Oui, tout n'aura à plus fait. que les vrais harceleurs à gérer, quoi. Mm. Complètement. Euh, Question que je me suis posée, pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans ça? C'est, c'est quand même des sujets assez sérieux. Je pense pas que quand tu Mm. étais petite, tu t'es dit, tiens, moi quand je serai grande, je serai spécialiste des violences sexuelles et sexistes. C'est quoi un peu ton parcours de vie qui t'amène aujourd'hui à avoir cette expertise et d'être là pour accompagner les, les entreprises, que ce soit côté CSE, côté employeur, enfin tous ceux qui sont concernés en fait par ce sujet? Et ben, en fait, je dirais déjà, je suis une femme. Donc ça, c'est un parcours. J'ai vécu beaucoup de VHSS au quotidien dans ma vie. Et puis, moi, j'ai un parcours d'infirmière. J'ai enchaîné avec un master d'éducation à la santé prévention. Moi, j'ai pas été l'infirmière classique qui va à l'hôpital. C'était pas mon truc. Mais par contre, moi, ce que j'aimais, c'est justement faire de la prévention, de la réduction des risques, l'éducation à la santé, voilà. Et donc, ça m'a amené à faire un master donc à Marseille, master de prévention, et ça m'a surtout amené à travailler dans la réduction des risques à la consommation de drogue auprès des grands précaires à Marseille, une distribution de méthadone, de seringues stériles, voilà, et d'autres outils. Et en fait, c'était beaucoup des hommes les patients que j'avais et en fait j'étais voilà je suis jeune, je suis infirmière, j'ai la posture qui écoute, qui est plutôt douce, enfin voilà. Et souvent j'ai vécu du harcèlement sexuel ou des agissements sexistes voilà au quotidien dans mon travail, pas par tout le monde hein, bien sûr, mais par certains. Et je voyais aussi que mes collègues hommes, en fait, soit ils savaient pas trop comment réagir quand j'en vivais une devant eux, ou alors ils faisaient rien pour arrêter ça. Euh, et des fois aussi, des fois j'étais toute seule dans une salle où je faisais des dépistages, par exemple, des dépistages de gouttes de sang au doigt pour voir si la personne a le VIH ou l'hépatite C. Ou alors des fibroscans pour aller voir la cirrhose du foie. Et du coup, je demandais aux gens de se déshabiller, donc d'enlever leur t-shirt, etc. Et donc là, j'étais seule avec des hommes que je connaissais pas forcément, dans des pièces isolées, j'allais dans différentes structures de Marseille. Et c'est vrai qu'à des moments, je me suis sentie très très mal à l'aise et puis de pas savoir euh, comment réagir parce qu'en fait peur aussi pour moi parce que si la personne réagit d'une manière très violente, je suis toute seule dans une salle très éloignée de tout le monde, enfin voilà. Et ça voilà, j'en ai parlé du coup à ma hiérarchie et en fait il n'y a pas trop eu de réaction. C'est plutôt bon en fait toi tu peux réagir, enfin tu peux le rembarrer, n'hésite pas à les envoyer paître, voilà. Mais c'est tout ce qu'on m'a dit en fait. Et dans enfin dans l'asso pour laquelle je bossais, il y avait un CSE, mais c'est vrai que j'avais pas trop vent de ce qu'ils étaient capables, enfin comment ils pouvaient m'accompagner là-dedans. J'avais pas trop compris leur mission, c'était pas très clair pour moi. Et voilà. Et donc bon, j'ai fini par demander une rupture conventionnelle. Et puis du coup, c'est vrai que moi le sujet qui me passionne dans la vie, c'est la santé sexuelle. Les violences harcèlement sexiste et sexuel, hein, ça découle un peu de ça. Et du coup, je me suis dit, je vais créer mon organisme de formation et faire des formations du coup à des salariés là-dessus pour que en fait tout le monde ait connaissance de leurs droits, des devoirs des employeurs et puis de savoir comment est-ce qu'on peut être en sécurité dans son travail en fait, parce que
déjà que notre travail était pas facile, mais en plus, il y avait cette insécurité-là qui était vraiment pas confortable, en fait. Carrément. Et je trouve ça même grave hein, de... Alors, bien évidemment, on peut tous faire des choses et on peut imaginer que l'entreprise, elle te forme à ces sujets-là, elle te forme à la réaction de situations de crise, tout ça. Et on a évidemment une part de responsabilité dans ce qu'on fait et ce qu'on subit. Mais on ne peut pas coller toute la responsabilité, toute la charge de gérer cette situation uniquement dans, à toi en fait. Enfin, je trouve ça assez grave en fait de la part de ces personnes qui t'ont dit bah, c'est à toi de gérer. Parce qu'en fait, il y a des Mm. actions toutes bêtes qu'ils auraient pu mettre en place dans l'organisation déjà, éviter que tu sois isolé dans un endroit Être deux, et oui. avec quelqu'un dans un endroit où à côté, éventuellement, si tu as besoin de crier pour appeler, bah, tu as quelqu'un à 5 mètres, il peut t'entendre, tu vois. Enfin, tu as plein de choses qui peuvent être mises en place. Et c'est leur responsabilité de le mettre en place. Enfin, c'est leur boulot d'organiser la sécurité des travailleurs. Donc, enfin, c'est inacceptable ce genre de propos. Si jamais dans vos entreprises, vous avez ce genre de propos, bah, prenez contact avec Justine, avec moi, et puis on va vous faire un plan d'action, mais c'est pas possible de fonctionner comme Ouais, ça. non, non. Surtout dans le médico-social, on se dit que bon, dans le médico-social, on est un peu au courant de toutes ces choses-là, et en fait, finalement, pas tant que ça. Du coup, c'est important de se former un peu dans tout milieu, en fait. Je pense que ouais. Mais est-ce que... alors, je vais être un fond dans les clichés, hein, pardonne-moi, mais est-ce que c'est pas aussi parfois des secteurs d'activité où il y a des réputations et du coup on cautionne des choses? Typiquement, le milieu social, les blues, toutes ces choses-là, c'est un sujet porteur à énormément de fantasmes et d'imaginaires. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité sur le terrain, mais est-ce que du coup, bah, il n'y aurait pas une certaine tolérance de la part de ces directions parce que bah, ils ont banalisé ces comportements. Il y a peut-être beaucoup de comportements sexuels et sexistes, parfois consentis entre les collègues, entre des choses comme ça, ce qui fait que bah, c'est bon, tu vas gérer, quoi. Je pense que ça peut être le cas. Là, dans mon asso, c'était pas le cas parce que, par exemple, la directrice, elle avait été avant infirmière sur le terrain, puis chef de service, puis directrice. Donc, elle a vécu, enfin, Mhm. elle a accompagné le public que j'ai accompagné. Mais je pense que c'était plus c'était un peu un sujet tabou finalement, parce que je sais pas pourquoi, même entre femmes, on s'en parlait pas. C'était vraiment, bah, en fait, on faisait vraiment, enfin, un travail qui était quand même chargé en émotions, chargé en, en violence aussi, voilà. Et du coup, ça passait un peu à la trappe. C'était un peu secondaire en fait finalement. Alors que bah, ça devrait pas en fait la qualité de vie donc des salariés devrait passer euh, avant celle du public parce qu'en fait si les salariés sont pas bien du coup le public en pâtit aussi donc pour moi c'est d'abord les salariés puis après comme ça ils peuvent mieux accompagner les personnes et même ces personnes-là avaient besoin d'un cadre et en fait on n'en mettait pas forcément là-dessus en fait et voilà mais je suis d'accord avec toi que des fois oui un grand professeur ou un directeur d'une asso on va rien lui dire parce que il est reconnu dans le milieu et que voilà il y a ça il y a les deux effectivement. Mhm. C'était il y a combien de temps que ça est arrivé, ces événements-là Ouais, c'était de 2020 à 2024. J'ai travaillé dans ce domaine-là. J'ai aussi passé un an à travailler auprès de travailleuses du sexe et victimes de la traite des êtres humains dans une autre association. Donc là, bah, c'était plutôt, j'accompagnais les victimes du coup, parce que les travailleuses du sexe sont souvent victimes également et du coup pas très bien prises en charge par la police parce que bah, sinon c'est les travailleurs du sexe donc c'est pas un viol, voilà. Donc c'était un peu ces réponses-là, donc on était confrontés à ça. Et du coup voilà, ça a duré 4 ans dans cet assaut-là. Ouais. Ok. Alors, je te posais cette question parce que tu vois, là, aujourd'hui, on est en 2026, donc ça fait entre 2 et 6 ans que ces événements-là sont arrivés. Toi, tu es formé et spécialiste du sujet, donc tu es plutôt armé pour te défendre sur ces sujets-là. Et encore, quand on en parle aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose qui t'a touché, qui t'a fait mal. Et je dis Mm. juste ça pour montrer l'impact que ça peut avoir et qu'il faut pas banaliser en fait ces comportements parce que c'est super grave en fait.
super grave et c'est injuste aussi parce que, par exemple, moi, en tant qu'infirmière, j'arrivais pas à créer la même relation de soins que mon collègue homme. Mon collègue homme, bah, il crée la relation de soins avec donc une personne accompagnée homme. Et c'était assez facile, c'était assez fluide, il devait pas être sur ses gardes, etc. Alors que bah moi, en fait, c'était le contraire. En fait, je devais toujours réfléchir à ce que je dis, à ce que je fais. Ah, là, je me tourne, du coup, je suis dos à lui, donc là, enfin voilà, réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que bah c'est une du travail. Enfin, on vivait différemment notre travail en fait, alors qu'on Hmm. faisait les mêmes missions. Finalement. Non, de toute façon, c'est des situations injustes, mais ça cumule différents niveaux d'injustice et c'est lourd à porter, je pense, à terme. Ouais, mais du coup, si on en parle et que si c'est enfin, si c'est un sujet d'équipe, du coup, ça devient moins lourd et c'est toute l'équipe qui porte ce truc-là. Et justement, moi, c'est ça qui m'a manqué et je trouve et j'aurais pu aussi en parler hein, et j'ai pas voilà, je l'ai pas fait et si aujourd'hui ça m'arrivait, je le ferais. Mais j'ai trouvé ça dommage ouais qu'on n'en parle pas et que ce soit pas un sujet porté par l'équipe. Hmm. Mais bon. Mais alors, je vais poser des questions, si c'est indiscret, on passera à autre chose, il n'y a pas de, y a pas de souci. Il y a quelques temps, en formation, j'ai une de mes formatrices qui a vécu, premier jour de formation, un commentaire, on est typiquement dans les violences sexuelles et sexistes, le stagiaire qui lui dit ouais, on serait dans un autre cadre, c'est vous qui seriez assis sur mes genoux. Donc quelque chose de Mm. complètement lunaire, surtout que la thématique du harcèlement est au programme de cette formation. Et donc elle me fait le signalement, on prend des notes, tout ça, et elle me dit ouais, par contre, n'en parle pas aux clients, mais c'est enfin, moi ça me rend toujours fou hein, ces situations, et j'ai respecté ce qu'elle m'a demandé, mais j'ai toujours son courrier dans un coin, et s'il faut, je ferai les choses à faire, mais et au final, c'est un peu la même chose que toi, tu as vécu quand tu me dis, bah, j'en ai pas non plus parlé à ce moment-là. Pourquoi est-ce que dans Ouais. nos sentiments, en tant que victime, parfois on ne veut pas en parler de ces situations? Est-ce que tu as une explication? Bah, je pense qu'on veut pas déranger. On se dit que c'est peut-être un peu nous qui arrivons pas à mettre un cadre. Du coup, on n'a pas su réagir, on n'a pas su répondre. Il y a un peu de ça en fait. Et de se dire bah il y a plus grave en fait. Il y a plus grave. Je vais enfin et c'est aussi de se dire bah en fait je vais surmonter ça toute seule et ça va aller en fait. Enfin je vais y arriver quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas pour moi. Après Mhm. chacun a des réponses différentes face à ça mais Je pense que c'est souvent ce que les gens victimes sentent, une part de culpabilité. On a souvent ça aussi dans les articles sur le sujet. On se sent coupable, peut-être que c'est moi qui ai dit quelque chose qui a été mal interprété, tout ça. Et face à ces situations, toi, aujourd'hui, en tant qu'experte, comment tu conseilles les gens de réagir? Comment tu leur conseilles de faire pour qu'ils fassent des choix pour les protéger, eux et leur santé mentale? bah que c'est eux qui comptent d'abord et qu'en fait tout simplement de connaître ses droits et de savoir exactement ce que c'est les VHSS déjà ça arme un peu plus parce que déjà on a plus de connaissances de vocabulaire de pouvoir dire bah ça en fait ce que tu me fais là bah c'est du harcèlement sexuel de comprendre qu'en fait l'employeur doit nous protéger en fait et qu'il est en obligation et que s'il le fait pas, bah, en fait euh, ça va être lui qui va être mis à l'amende quoi. Mais après, je réfléchis. Euh, ouais, il y a peut-être plus ça. Après, on en parle aussi plus sur les réseaux. En fait, il y a plus sur Instagram par exemple, il y a tellement de vidéos qui parlent de ça aujourd'hui, donc c'est moins tabou aussi et du coup on est plus armé, je trouve, à réagir et à aborder ce sujet-là quoi. On garde. Enfin, moi je trouve qu'on en parle plus. Bah, je suis très content que tu abordes ce sujet. Est-ce que le fait qu'on en parle plus, ça a un impact sur la diminution Je des pense que violences oui. sexuelles et sexistes? Et est-ce que tu penses qu'un jour, ça sera des situations exceptionnelles, comme on peut avoir des meurtres, quoi, des situations qui sont tellement graves que quand on en aura une, les gens seront outrés et réagiront naturellement comme quelque chose de pas normal, quoi. Bah ça, je l'espère. Après, je suis pas sûre à 100% que ce soit aussi réduit. Enfin, ça dépend dans combien d'années, hein. Mais je pense que oui, le fait d'en parler plus, ça permet de les réduire et que il y a plus de prise de conscience en fait. Et puis déjà
bah, il y a déjà des sensibilisations qui sont faites déjà enfin, de plus en plus pour les enfants, les ados. Même si c'est pas assez fait encore, hein, il y a une loi quand même qui dit que il y a 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui doivent être faites de la maternelle au lycée, qui sont pas faites forcément. Mais bon, je pense que voilà, la génération d'en dessous de nous, je pense qu'ils sont respectueux. Après, il y a aussi bah, la montée du masculinisme là avec sur YouTube, TikTok et tout ça, qui est très flippante. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée, j'arrive pas trop. Ça fait longtemps que je me suis pas confrontée à des ados, donc je me rends pas compte. Mais euh, mais en tout cas, enfin dans mes générations à moi, je trouve qu'on en parle plus et c'est moins vu quand même. Mais après c'est présent aussi dans le couple sans qu'on le sache. Enfin il y a tellement ça peut être tellement partout que que dans la vie sociale, je pense c'est moins présent, mais aussi dans l'intime, je pense que ça l'est aussi et on n'en parle pas assez, quoi. Mhm. Est-ce que sur les réseaux, justement, tu connais des personnes que tu trouves intéressantes et que tu suis et que tu peux recommander peut-être à nos auditeurs? Parce que c'est toujours intéressant de mettre en avant des créateurs de contenu qui font de la prévention sur ces sujets. Ouais, bah il y a Orgasme et moi. C'est une femme qui a écrit 2 livres d'ailleurs qui sont très bien à conseiller pour des enfants et ados. Il y a un livre pour enfants, un livre pour ados qui parle de tous ces sujets-là. Et même met des contenus très intéressants régulièrement sur Instagram. Après, il y a une newsletter sur LinkedIn qui est très intéressante aussi. Bon, c'est la concurrence, hein, mais c'est intéressant quand même. C'est l'égalité, c'est un point, c'est tout. C'est une newsletter qui est hyper intéressante où elle met des articles, elle parle de ses formations, donc elle fait le même type de formation que moi. Euh, voilà. Qu'est-ce que quoi d'autre? Il y a aussi un outil, bon là qui est pas sur les réseaux, mais qui est hyper intéressant, c'est de l'ANACT. C'est un kit de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Et en fait, c'est 37 fiches repères qui permettent de déployer en fait un plan de prévention dans son entreprise. Donc vraiment, c'est un outil hyper qui est sorti vraiment là cette année, qui est vraiment intéressant à éplucher les fiches et à prendre ce qu'on a envie de prendre et à son rythme aussi. Donc voilà, je conseille ça. Excellent, bah merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un petit plan d'action étape par étape? Voilà, imagine la situation, je suis un nouvel élu. Je dis ça parce que 2026-2027, c'est les années d'élection. Donc en ce moment, c'est une question récurrente Ouais, dans mon podcast. Voilà, je suis un nouvel élu, je viens d'être élu, je connais pas forcément ce qu'il faut faire par rapport à ces thématiques pas de violence sexuelle et sexiste. J'ai ouais. entendu quelque chose, je sais pas quoi faire. Voilà, qu'est-ce que tu me dirais étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça. Fais-moi un petit plan d'action. Je vais le noter et puis ça me servira. Je rédigerai l'article LinkedIn de présentation du podcast Ouais. sur ça. Mais alors, du coup, c'est face à la situation dans l'instant T, là, c'est ça? J'ai C'est eu, pas en après, amont. ça peut. Enfin, là, c'est arrivé, quoi. Et c'est souvent comme ça dans les entreprises, hein. C'est au Oui. moment où ça arrive qu'on se dit zut, je ne sais pas faire. Ouais. Bah, la première chose à faire, pour moi, c'est écouter, hein, comme je l'ai dit au début, écouter avec bienveillance. Ça, c'est vraiment la première étape à faire face à une personne qui a vécu des VHSS. Donc, je rappelle, donc écouter de manière active, c'est-à-dire, voilà, vraiment en étant focalisé sur la personne, en étant neutre le plus possible, hein, parce qu'on est humain, on n'est pas des robots. Euh, voilà, de valider en fait ce que dit la personne, de la croire. Très important de dire je te crois, voilà. Euh, donc ça, et puis après, je pense que ce qui est important, bah, c'est de l'orienter, enfin donc d'écrire déjà, faut écrire ce que la personne nous a dit, faut le transcrire à l'écrit de manière factuelle, c'est-à-dire sans jugement, sans émettre ses pensées à soi, etc. Donc ça, c'est les premières étapes. Et puis après, je pense que c'est d'aller en parler, donc la hiérarchie au-dessus. Donc là, c'est justement le protocole est fait pour ça, c'est de savoir exactement à qui on va en parler. Est-ce que c'est au chef de service? Est-ce que c'est au directeur? Est-ce que c'est au RH? Voilà, faut savoir à qui on va en parler. Et puis ensuite déclencher donc une enquête
une enquête en interne, donc aller parler avec l'agresseur, l'agresseuse, aller interroger les différents salariés qui auraient pu voir des choses ou voilà pour savoir si s'il y a des preuves quelque part et puis ensuite bah c'est aux dirigeants de d'acter la sanction, voilà qui va être pour la personne et donc je dirais ce qui est important aussi c'est bah, de pouvoir avoir une cartographie des ressources en interne et en externe de la structure pour permettre d'orienter la victime le mieux possible en fait. Tout simplement, est-ce qu'elle est plus à l'aise avec d'aller voir la médecine du travail? Est-ce que elle est plus à l'aise d'aller voir une association, le planning familial par exemple? Enfin voilà, c'est vraiment de savoir ce que la personne a besoin et et voilà, et puis surtout, moi, je trouve ce qui est important, c'est de sensibiliser l'équipe, d'en parler. Faut absolument pas juste dire, bah, ça y est, je suis la personne référente, donc si vous avez besoin, venez me voir. Non, faut vraiment pouvoir sensibiliser l'équipe, d'aborder ce sujet-là vraiment en interne avec tout le monde, quoi. Et voilà. C'est déjà excellent. Alors, je récapitule, comme ça tu me dis si j'ai bien tout compris. Donc, on a parlé de l'importance de l'écoute de la victime, on parle de la bienveillance, d'écoute active, d'être neutre, rassurer la personne, lui dire qu'on la croit. Cet échange, il Mm. faudra ensuite le retranscrire factuellement à l'écrit pour avoir une trace de ce qui s'est passé et dit. En parler. Ouais. Petite subtilité, hein, dans le CSE, vous avez aussi les lancements d'alerte atteinte aux droits des personnes. Donc ça fait tout à fait partie de cette procédure. Mais si vous n'êtes pas membre d'un CSE, vous pouvez quand même déclencher des alertes par rapport à ça. Donc soit vous allez voir D'accord. les RH, vous allez voir le président du CSE, mais il faut en tout cas l'acter. Moi, j'aurais même tendance à vous conseiller, après l'avoir dit à l'oral, envoyer un petit mail. Comme ça, on a une trace écrite, datée de quand est-ce que l'événement a été déclenché. Et ça, automatiquement, ça va déclencher cette fameuse alerte atteinte aux droits des personnes, qui donc passera Mm. par une interrogation des salariés, les témoins. Ça va même passer par l'interrogation du pseudo coupable, puisque tant que les choses n'ont pas été prouvées, les personnes sont présumées innocentes en France. C'est Et ça. ensuite, suite à l'enquête, le groupe qui aura fait l'enquête va donner des préconisations à la direction. La direction aura ensuite comme mission de sanctionner ou pas en fonction de la gravité. Pour les membres du CSE, si jamais vous trouvez que il y a une incohérence entre des sanctions ou une absence de sanctions suite à des faits qui sont très graves, vous avez aussi la possibilité d'accompagner le salarié qui est victime au prud'homme et de le défendre par rapport à tout ça. Et enfin, tu disais cartographier. Donc là, on est sur du après ou avant, si on peut idéalement. Commencer Mm. aujourd'hui, c'est bien. Si le meilleur moment pour commencer, c'était hier, le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Cartographier les ressources de la structure, ça peut être des ressources internes, mais aussi des ressources externes. Tu as parlé de la médecine du travail, d'associations comme le planning familial. Et enfin, de sensibiliser l'équipe en appelant Justine pour faire des interventions chez vous. Elle se fera un plaisir d'intervenir et de vous Voilà. sensibiliser sur ces sujets. D'ailleurs, Justine, je te propose, si tu veux un petit peu parler de toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut te contacter. Voilà, c'est ton moment. Profite-en. Oui. Eh ben, on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc, moi, je m'appelle Justine Dupuis, hein, c'est noté juste là, sous ma tête. J'ai aussi un site internet qui s'appelle justinedupuis.fr. Donc voilà, on peut me retrouver sur ce site-là où j'expose un peu les programmes, ce que je peux proposer, qui je suis, mon parcours, etc. Et des ressources aussi. Et aussi, je voulais vous parler, je propose un espèce de d'audit, de quiz pour évaluer un peu ces facteurs de risque dans son entreprise. Donc, il est sur mon LinkedIn également et sur mon site internet. Et c'est vraiment un quiz qui dure 2 ou 3 minutes. C'est l'histoire vraiment de répondre à des questions. Et plus on a de points, plus on a de facteurs de risque. Et moins on a de points, moins on a de facteurs de risque. Et voilà, je trouve ça important aussi de prendre conscience quels sont les risques dans son... C'est pas parce qu'il y a des facteurs de risque qu'on va forcément vivre des VHSS, mais c'est bien de prendre conscience de ça et de savoir bah, où est-ce qu'on finalement on peut travailler la prévention, les actes de prévention par rapport à ça. Voilà. Eh ben, excellent, merci beaucoup, Justine. Eh ben, on va se Merci. quitter là pour aujourd'hui. Le SAV des CSE, c'est terminé. Vous pouvez en tout cas, nous aussi, nous retrouver sur nos réseaux, soit sur mon LinkedIn perso, Alexis Maes, soit sur le LinkedIn de l'entreprise Dice Academy, sur Facebook, Dice Academy également. Vous retrouverez ce podcast en vidéo
Dice Academy FR sur YouTube et en format audio. Donc pour ceux qui nous écoutent en audio, Justine Dupuis, bon, Justine comme ça se prononce, Dupuis avec un S à la fin. Et vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Si vous ne la trouvez pas, vous m'envoyez un message, je vous enverrai ses coordonnées sans souci. Le SAV des CSE, TikTok, Instagram, Thread. N'hésitez pas, envoyez-nous des questions, des sujets que vous voulez avoir. Et on se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider sur ces sujets. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao!